tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Éco-conception. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler chaussures. Donc, on est vraiment sur un focus chaussures aujourd'hui, puisque comme vous le savez tous, c'est un produit qui est très complexe. Et donc, pour travailler l'éco-conception, c'est d'autant plus intéressant de creuser avec les marques, les experts qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être la durabilité dans la chaussure. Petit rappel des règles qu'on applique au cours des webinaires. Donc, c'est un webinaire qui est ouvert à tous, mais par contre, vous ne devez pas partager d'informations non confidentielles, notamment dans le chat ou dans l'espace questions-réponses. Chaque participant doit respecter le droit de la concurrence, c'est-à-dire ne pas divulguer d'informations concernant vos prix d'achat, de vente, les capacités ou plans de production, les coûts, etc. Ensuite, concernant le programme, pour ce nouveau webinaire, rappel de qui est Refashion pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, nous aurons l'intervention de Garance Dumas de Christian Louboutin, Mathieu Vicard du CTC et Édouard Carteron de Maobi. Puis nous allons aborder les informations complémentaires si on a un peu de temps et évidemment le temps de questions-réponses qui vous est dédié. Sur le petit rappel de Refashion, qui sommes-nous? Donc, on a été créé en 2008 suite à la loi REP, qui est la responsabilité élargie du producteur, pour la filière textile d'habillement, linge de maison et chaussures, qu'on appelle aussi la filière TLC. Nous sommes une société privée à but non lucratif et nous sommes agréés par les pouvoirs publics français. Et il faut savoir que l'ensemble de nos financements proviennent de vous, c'est-à-dire les marques, les distributeurs, les fabricants, à travers ce qu'on appelle des éco-contributions. Concernant nos missions, donc ça va être la prévention et la gestion de la fin de vie de l'ensemble des produits qui est mis sur notre marché français, avec plusieurs actions telles que la prévention, la réparation, la collecte, le tri, la réutilisation ou encore le recyclage. Alors là, on va passer la parole aux intervenants. Donc, merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter rapidement. Édouard Carteron, tu es manager éco-conception et éco-innovation pour l'agence Maobi. Garance Dumas, tu es responsable de la stratégie environnementale chez Christian Louboutin. Et Mathieu Vicard, tu es chef de projet développement durable pour la chaussure au CTC, donc qui est le centre technique du cuir et de la chaussure. Donc, merci à tous les trois. L'objectif de cet échange, ça va être de parler d'un sujet qui a été discuté au cours d'un collectif de plusieurs marques dédiées à la chaussure. Donc, ce collectif a pour but de discuter sur les problématiques clés de la chaussure et notamment de réfléchir à comment avancer pour avoir des chaussures notamment plus durables. Ça, c'est le thème qui a animé ce collectif la dernière année. Donc, on va commencer par toi, Édouard, puisque tu as mené avec Refashion ce collectif. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, comment ça a été créé et organisé? Ouais, bonjour tout le monde. Effectivement, nous, on a eu la chance d'animer cette deuxième saison du collectif, donc c'est-à-dire qu'il y avait eu une première auparavant. Donc concrètement, le collectif, ça a vraiment pour but d'animer des sujets en travail collaboratif. Là, vous avez la liste des sociétés qui étaient impliquées dans ce collectif, donc assez divers dans les périmètres, haut de gamme, moyen de gamme, etc., hommes, femmes, enfants. Donc on avait la chance d'avoir quand même des profils très différents. Et c'est le but de faire émerger des sujets d'intérêt collectif tous ensemble. Donc, comment ça a fonctionné? On a commencé, il y avait 4 ateliers itératifs sur toute cette saison. Le premier, c'était de savoir sur quoi on allait travailler tous ensemble pour faire émerger des sujets où on puisse travailler dans ce timing-là et avec les participants. Il y a 2 sujets qui sont ressortis comme prioritaires, durabilité et réparabilité. Le choix a été porté plutôt sur la durabilité, à savoir que la première saison, ce sujet avait été aussi abordé, mais dans une approche plus mesure. Donc là, pour cette saison 2, on s'est dit on va peut-être remonter d'une étape et de se dire plutôt la mesure c'est une chose, mais comment on peut essayer maintenant de concevoir en vue de la durabilité. Donc c'est là-dessus qu'a porté les 3 autres ateliers de cette saison 2. Et assez vite, le sujet d'un guide de conception. Alors au début, on ne savait pas encore vraiment comment on allait le nommer, etc. Mais on avait l'idée, c'était de dire, voilà, accompagner des fabricants à concevoir une chaussure plus durable. Donc ça, c'était notre objectif. Ouais, je suis contente. Et on s'est mis en route pour travailler le sujet. Super. Et justement, donc tu parlais de ce livrable, donc le guide de conception de la chaussure durable. Comment est-ce que ce livrable a été construit? Qu'est-ce qui a été pris en compte?
Ouais. Alors, la première étape, finalement, on avait le sujet, mais il fallait le cadrer. Durabilité, il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière. Ça fait pas mal de débats aussi entre nous. Et pour restreindre, au vu des trois ateliers, il fallait qu'on ait aussi un cadre bien défini. Donc, on s'est restreint sur une notion de durabilité technique. Et même la définition n'était pas si simple. Donc, vous le verrez dans le guide, on essaye de dire que la durabilité technique, c'est en dehors forcément de l'esthétique, en dehors de la réparation. Donc on savait on n'attaquait pas tous les sujets, mais attaquer tous les sujets, c'était potentiellement se perdre. Donc on s'est dit, on va rester dans un cadre sur lequel on peut travailler. Et après, on est parti en logique itérative. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier atelier vraiment de construction, on était parti sur une approche très focalisée solution. On s'était dit, alors tout le monde avait amené des chaussures usées. On s'était dit, déjà, il faut cadrer, donc on amène tous des sneakers. Donc on avait réduit le périmètre. Et je sais pas, une quinzaine de paires différentes. On avait inventorié toutes les causes de durabilité, de faible durabilité, essayer de trouver des préconisations de conception. On s'est assez vite quand même rendu compte que ça allait devenir complexe. On abordait des points très spécifiques et finalement on sortait un peu de cette logique de guide qui pourrait convenir à tout le monde et à la plus large audience, puisque le collectif, le but c'est pas faire un travail pour soi, mais c'est travailler ensemble pour la filière. Donc du coup, on a décidé de prendre un peu de hauteur. On a un peu dézoomé et on s'est dit plutôt on va regarder tous les sujets qui peuvent être sensibles vis-à-vis de la durabilité, mais dans un process de développement de chaussures. Donc on est remonté d'une étape et ce côté plutôt préconisation, il est toujours présent dans le guide, mais il est plutôt comme un exemple que chaque entreprise va pouvoir dupliquer ensuite en fonction de ses contraintes, etc. Donc voilà, c'était vraiment du projet collaboratif, on avançait, c'est un peu de l'open innovation, quand on a le droit de se tromper, on s'est autorisé ça. Et puis après, on avait aussi la chance d'avoir le CTC, il y a Mathieu qui est là aujourd'hui, mais pour apporter ce côté aussi technique, cette vision au-delà du collectif, parce qu'on avait quand même plutôt des entreprises qui connaissaient le sujet. Et on s'est dit, mais nous, il faut aussi qu'on puisse parler à des gens qui se lancent potentiellement dans les chaussures et qui n'ont aucune notion, qui ne savent pas comment concevoir pour la durabilité. Donc voilà, c'était vraiment ce travail collaboratif pour à venir mélanger ces expériences et aboutir à ce guide qu'on va vous présenter. Super. Et justement, Mathieu, toi qui as donc participé au suivi de ce livrable et qui a pu intervenir de temps en temps, quelles étaient les grandes thématiques par quoi vous êtes passé pour construire ce livrable? Ouais, merci Elena, bonjour à tous. Du coup, ce livrable, on l'a construit en gros en trois grandes parties, ce qui nous a permis en fait d'essayer d'y aller un peu sous forme d'entonnoir, comme toute démarche de conception au sens large. La première partie, finalement, ça fait permettre de remettre le produit au centre du débat, s'assurer qu'on va bien parler de toutes les étapes dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que finalement, la conception d'un produit durable, c'est pas uniquement la responsabilité du bureau d'études ou des ingénieurs produits, des designers, des choses comme ça, mais c'est bien toutes les personnes ou toutes les équipes qui vont travailler en amont de la production jusqu'à la production, voire jusqu'à le suivi du produit dans sa vie chez l'utilisateur. Donc en gros, on a distingué 6 étapes au départ qui vont influencer la conception en partant de la stratégie d'entreprise. On est allé vraiment très loin, mais on peut se poser la question de la stratégie d'entreprise puisque qu'est-ce qu'elle va influencer sur notre produit, sur l'achat des matières que l'on va en faire, par exemple. Puis après, on est allé jusqu'au suivi de prod en lui-même et l'amélioration continue qui peut en découler puisque une production, elle peut être faite à la fois en coup unique, ou alors elle peut aussi être sur plusieurs fois avec des réassorts, des choses comme ça, et comment on peut améliorer de manière continue les produits grâce à l'analyse des défauts qu'on va en faire. Et c'est un peu tout l'objet de ce guide qui va nous permettre d'avoir un peu plus d'éléments autour de ça. Donc en gros, une fois qu'on est passé par les phases de conception, de développement, de prototypage, ça va être le cœur du produit, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi donc les stratégies, les achats, les choses comme ça. Et puis après, on est parti un petit peu sur une deuxième partie pour pouvoir se recentrer un peu plus sur les éléments techniques, on va dire, puisque ce guide, il va reprendre un peu les bonnes pratiques générales sur la conception d'une chaussure et quels sont les principaux sujets qui sont impérativement à traiter dans le cadre d'une conception plus durable et en tout cas qui sont déterminants finalement pour le produit en lui-même,
pour le produit chaussure, on s'est mis dans l'optique de quelqu'un qui veut faire certes bien les choses, mais qui n'a pas forcément toutes les données et toutes les connaissances en main pour pouvoir le faire. Donc, on a repris des éléments de littérature, certains documents qui sont présents sur le site de la Fédération de la chaussure, sur le site du CTC, dans des livres d'explications autour de la conception. Et du coup, on a travaillé sur 5 thèmes principaux qui sont d'abord, et c'est de là que tout part, c'est la forme. Ensuite, le patronage, la semelle, les choix de matière, mais aussi l'assemblage. Et du coup, on est venu un petit peu donner quelles étaient les choses prépondérantes à connaître, ou en tout cas à tenter de maîtriser, je dirais, parce qu'évidemment qu'une personne seule ne peut pas maîtriser tous ces éléments, tous ces métiers, parce que c'est vraiment complexe et technique. Mais en tout cas, c'est donner quelques tips pour pouvoir aller chercher un peu plus loin et creuser ces sujets-là. Et enfin, la troisième partie, on l'a plus fait sous forme de proposition. Alors, comme vous l'a expliqué Edouard précédemment, à la base, le guide avait été pensé pour être plutôt quasiment uniquement cette partie-là, avec que des exemples concrets de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une chaussure durable. Et c'est là où des personnes qui ont un peu plus de recul ou un peu plus de bouteilles dans le domaine ont émis l'idée de se dire attention, parce que ces critères-là, ces réflexions-là peuvent être finalement presque contre-productives. Il ne faut pas avoir, on va dire, de grandes vérités autour de ça, puisque c'est pas parce qu'un exemple est donné que forcément l'ensemble des produits qui peuvent reprendre ces exemples-là doivent être exactement conçus de la même manière. Du coup, on l'a tourné un petit peu différemment, plutôt avec une méthodologie, on va dire, pour effectuer un travail d'amélioration continue sur les produits d'une gamme. Donc, ça propose une méthode d'analyse, d'évaluation des défauts sur des produits défectueux. Alors, généralement, c'est des produits défectueux post-consumer, hein, où c'est des clients qui vont vous ramener un produit qui soit ne répond pas à leurs attentes, soit présente un défaut. Et puis, en fait, le but, ce serait de trouver des pistes d'amélioration sur ce produit-là, mais généralement, on a essayé de proposer des choses qui ne soient pas non plus uniquement entre la marque et la marque toute seule. Le but, c'est aussi d'essayer d'interagir avec son écosystème, je dirais, avec le fournisseur, avec les parties prenantes qui peuvent travailler sur le projet, et puis toutes les personnes qui pourraient vous aider sur le dossier, afin d'essayer de trouver toujours la meilleure des solutions. Merci Mathieu pour cette vision. C'est vrai que le guide, quand vous pourrez le consulter du coup juste après ce webinaire, donc il est accessible à tous, c'est gratuit, c'est sur notre page Refashion et sur notre plateforme EcoDesign. C'est intéressant de le voir justement sur ces 3 étapes que tu as mentionnées, c'est-à-dire d'abord on a une vision durabilité pour l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que chaque partie prenante dans les étapes de production, de fabrication du produit va être impliquée, mais ça peut être aussi des parties prenantes qu'on n'imagine pas forcément, ça peut être le marketing, la finance, etc. Donc voilà, prendre en compte vraiment toutes les personnes qui peuvent influer sur la création d'un produit. Ensuite, on prend en compte des bonnes pratiques générales. Et enfin, on part du principe qu'il y aura de l'amélioration continue et que donc il ne faut pas rester uniquement sur ce livrable, mais surtout le prendre comme un point de départ dans vos réflexions en interne et surtout l'adapter à chacune de vos marques. Donc merci pour cette précision, Mathieu. Maintenant, si on rentre dans le concret, est-ce que tu pourrais donner un exemple ou plusieurs exemples de cas qui ont été mentionnés dans ce guide? Ouais, alors comme je le disais tout à l'heure, on va reprendre un petit peu les 3 grandes parties, puisque c'est comme ça qu'on a souhaité l'articuler, mais dans la première partie, le guide va nous amener à se poser la question autour de la réflexion du produit dans son ensemble. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pas uniquement sous un angle matière ou design. On a vite tendance à penser qu'un produit durable, un produit bien conçu, voire un produit éco-conçu, va l'être uniquement sous cet angle-là. Et en fait, souvent, finalement, c'est l'une des premières erreurs qu'on va faire. Effectivement, la matière, le design et son mode de fabrication, etc., est très important, mais c'est pas uniquement ce cas-là, et ça va finalement influencer sur pas mal d'autres choses. Donc, si on veut travailler en profondeur, on doit être en mesure, par exemple, de se poser la question, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais c'est comment la stratégie de marque, ou de ma marque, ou de mon entreprise, peut influencer sur l'ADN de mes produits, voire sur le comportement de mes utilisateurs.
C'est important aussi cette deuxième partie, puisque le comportement des utilisateurs, finalement, la durabilité au sens physique d'un produit sera forcément liée au comportement des utilisateurs et à l'usage qui va être fait de mon produit. Je vais vous prendre un exemple, mais si on fait une chaussure de course à pied, par exemple, si les utilisateurs ont tendance à partir sur le jogging du dimanche à une allure tout à fait modérée, ou si l'utilisateur est un marathonien chevronné et il en court 3 par mois, par exemple, l'utilisation du produit ne sera pas la même et du coup, la durabilité ne sera pas non plus la même. Et forcément qu'à un moment donné, ma stratégie de marque, mon positionnement, le discours que je vais avoir vis-à-vis de mes utilisateurs et de mes clients n'aura pas le même impact sur le produit que je vais finalement concevoir. Donc, c'est pour ça que ce guide, on l'a voulu vraiment très large et à penser au plus exhaustif et au plus holistique possible finalement sur le produit. Après, ces questions, ça se pose lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne des valeurs. Donc, c'est bien ce qu'on disait, tout en amont jusque tout en aval. Et après, sur des questions plus pratiques, plus concrètes, ça va amener à regarder finalement le degré de maîtrise que l'on a. Alors, je citais tout à l'heure la forme ou le patronage. C'est pas toujours évident de maîtriser ces éléments, ça c'est évident, mais le simple fait de s'y intéresser, d'avoir quelques notions, ça peut déjà nous permettre d'avoir conscience de l'importance qu'ont ces éléments pour permettre de faire des choix éclairés, mais aussi d'avoir une exigence particulière sur ces points avec son fournisseur, son sous-traitant, voire même la personne à qui on va acheter ces produits ou en tout cas sous-traiter. Et c'est important de connaître quelques tips ou en tout cas de savoir s'entourer, pardon, puisque ce sont des éléments prépondérants dans la conception d'une chaussure et qui sont propres à notre domaine. Finalement, si on conçoit du textile d'habillement, par exemple, ou d'autres typologies de produits, on va pas avoir ces notions-là autour de la forme notamment, et la notion de patronage, elle n'est pas aussi importante dans le sens où en chaussure, c'est aussi celle qui va faire son confort, celle qui va faire son bien-aller. Et à un moment donné, du coup, c'est vraiment des éléments qui vont être très importants et qui vont impacter votre produit dans toute sa vie, finalement. Et c'est des éléments qui, en plus, seront très compliqués à venir faire évoluer. On parlait tout à l'heure d'amélioration continue. Changer une matière, c'est déjà pas simple. Changer une ligne design, quelque chose comme ça, c'est pas forcément évident. Mais alors changer une forme, ça devient beaucoup plus complexe parce qu'on peut aller jusqu'à changer les moules de semelle, etc. Donc forcément, ça va être important. Et du coup, c'est des choses qui, pour celui qui est expert dans le domaine de la chaussure, va lui paraître évident. Quoique parfois, des moments, ça fait pas de mal d'avoir une petite piqûre de rappel. Par contre, celui qui débute et celui qui voudrait un peu se lancer plus dans le détail, c'est des choses qui peuvent être importantes et qui peuvent être bonnes à connaître. Oui, et dans le guide, il y a des focus sur quelques exemples de défauts, causes, fin d'usage. Est-ce que tu peux un peu présenter comment c'est lisible, en fait, quelle lecture avoir de ce type d'exemple? Oui, alors effectivement, là, on a fait tout simplement un imprimé écran du guide en lui-même. Grosso modo, ce que l'on a voulu créer, c'est encore une fois une méthodologie, c'est-à-dire que sur les produits que vous allez pouvoir récupérer de vos clients, de vos magasins ou même de vos testeurs, par exemple, le but, c'est de cerner un petit peu quelle est la cause de fin d'usage de mon produit. Et là, on parle volontairement de fin d'usage, pas de fin de vie, puisque parfois, ça peut être une simple fin d'usage qui peut être améliorée ou qui peut être réparée même. Et du coup, en donnant un exemple concret, ça va être, j'ai identifié cette cause de fin d'usage, je vais récupérer les visuels pour pouvoir aussi capitaliser là-dessus. Je vais essayer de décrire le défaut au maximum pour pouvoir peut-être aussi le ressortir, peut-être l'expliquer à quelqu'un d'autre, etc. Essayer de voir quelles en sont les conséquences et du coup, quelles sont les propositions d'amélioration que je peux proposer. Encore une fois, ces propositions d'amélioration, on va rarement les faire seul dans son coin, on va plutôt essayer d'embarquer la totalité des personnes qui pourraient être impactées là-dessus. Alors effectivement que si c'est un problème comme on le voit ici, de semelles qui s'abrasent un peu trop vite, je ne sais pas si
l'acheteur stratégique de votre modèle sera très pertinent sur ce point-là. Par contre, effectivement, embarquer votre designer, embarquer éventuellement votre fournisseur ou votre mouliste pourrait être intéressant si vous avez la possibilité de le faire, évidemment. Et puis ensuite, on a proposé quelques éléments de vérification. Alors, ils sont surtout pas exhaustifs, mais c'est des pistes. Le but, encore une fois, là, c'est pas de vous donner la vérité absolue, c'est plus de vous donner une méthodologie sur comment pouvoir faire et comment vous pourriez imaginer les choses. Ici, en l'occurrence, c'est un exemple sur la semelle. On peut très bien le faire sur n'importe quelle partie de la chaussure, que ce soit sur ses accessoires, sur son montage, sur la tige, sur la semelle. C'est assez varié. Dans le guide, il y a plusieurs exemples que l'on a voulu les plus généralistes possibles. Alors effectivement, ça peut paraître être un peu des enfoncées de porte ouverte, mais par contre, il faut que chacun puisse se l'adapter. Si on commençait à parler, je sais pas, par exemple, ça fera la transition avec Garance après, mais sur un bon bout très spécifique et très fin, ça va ne considérer que les produits qui sont avec des talons pour un public plutôt féminin. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on ne pourra pas se l'adapter à une personne qui voudrait faire du sneakers ou à une personne qui voudrait faire de la chaussure homme et qui aurait une problématique sur sa tige à l'avant, par exemple. Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir plutôt des exemples de méthodologie. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est important. Et non pas d'avoir des grandes vérités sur telle matière est mieux qu'une autre, parce que malheureusement, il y a peu de grandes vérités qui sont possibles. On l'a vu selon différentes études. C'est plutôt des méthodes de réflexion, des méthodes de questionnement qui peuvent vous amener sur votre produit et sur votre conception à l'améliorer au fur et à mesure. Oui, et puis comme tu l'as dit en introduction, Mathieu, en fait, ce guide, il a été construit sur un choix de typologie de chaussure qui est la sneaker. Parce que c'était un des produits les plus courants dans la chaussure, que ça regroupait beaucoup de marques, que ce soit du haut de gamme, du premium, du mass market, etc. Donc là, c'est un exemple de chaussure qui a été appliqué dans ce guide. Et à nouveau, c'est à vous, marque, de l'adapter à vous, vos produits. Donc ce sont des exemples, mais l'idée, c'est que vous fassiez votre propre grille de défauts, de propositions d'amélioration, etc. Donc là, c'est vraiment un point de départ et ensuite, chacun peut l'adapter à sa typologie de produit. Tout à Vous fait. continuez. Je dirais juste un truc en plus par rapport à ça, c'est que effectivement, on est parti sur la sneakers, ce qui permettait d'avoir aussi quelque chose qui parle, on va dire, au plus large, au plus grand nombre. Pour être tout à fait transparent, moi, je suis pas forcément à l'aise en tant que technicien, je dirais, de la chaussure, parce que le terme de sneakers n'a pas forcément une définition très précise, mais ça permettait quand même de pouvoir s'approprier le sujet auprès de tout le monde. Et encore une fois, le fait de donner des exemples et de donner plutôt une méthodologie sur quelles sont les questions à se poser, ça permet finalement de pouvoir faire l'analogie avec n'importe quel type de produit. Et tout à l'heure, je parlais des escarpins, mais c'est valable pour n'importe quel produit, que ce soit un produit de sport, un produit du quotidien, un produit enfant, homme ou femme. C'est absolument aucun problème, puisque justement, c'est vraiment comment se poser la question, comment essayer d'aborder les sujets pour pouvoir les rendre les plus intelligibles possibles et les plus adaptables possibles. Oui, et justement, on parlait aussi de cibles pour ce livrable. Édouard, toi qui a construit notamment ce livrable, tu dirais que c'est vraiment à destination très spécifique des designers, acheteurs, etc. ou la cible peut être aussi plus large? Je pense qu'elle est vraiment plus large. Alors déjà, comme disait Mathieu, le sujet, c'est que c'est à tout type de chaussures. C'est vrai que la sneaker était le fil rouge qui nous a permis de travailler le sujet, mais vu qu'on s'est vachement élargi, on a vachement élargi le sujet, tout le monde peut s'y retrouver. Déjà, ça, c'est un bon point. Et après, ce que disait aussi Mathieu au début, c'est que c'est une vision en entonnoir. Et je pense que le guide, il est symptomatique de ce sujet-là. C'est que l'éco-conception, c'est pas qu'un sujet de concepteur. Et du coup, ce guide, il a aussi cette vertu-là, c'est qu'il va s'adresser aussi aux stylistes, chef de produit, acheteur, mais même on parlait de la stratégie. Finalement, dans la stratégie, ça peut être aussi plutôt si des entreprises ont un département RSE, etc. Donc tout le monde va pouvoir s'y retrouver parce qu'il est en entonnoir. Alors forcément, plus on va vers le bas du guide, potentiellement plus on est sur des profils techniques et encore. Parce que de toute façon, c'est pas qu'un concepteur ou un styliste qui va travailler seul. Donc le guide, il a vraiment cette destination-là, je dirais, multi-département. Et après, en termes de profil d'entreprise, je pense que si on caricature, on avait peut-être des entreprises qui avaient pas mal travaillé le sujet autour de nous. Donc, finalement, c'est elles qu'on construit pour les autres. C'est un peu une caricature, mais ce guide est plutôt sur des non-spécialistes, des personnes qui voudraient se mettre sur le sujet. Après, Mathieu a plusieurs fois parlé de piqûre de rappel. Je pense que
ça fait jamais de mal d'aller revoir des choses. Et je pense que c'était tout l'intérêt du collectif aussi, c'est que prendre, même si on travaille le sujet, il y a peut-être un ou deux tips que d'autres qu'on nous ont partagé qui peut être intéressant. Mais plutôt, on va dire, non spécialistes, par contre, tout profil, qui vont être dans le développement de la chaussure. Super. Donc, si on devait résumer un peu ce guide de manière générale, le travail collectif qui a été mené pour arriver à ce guide, est-ce que tu pourrais un peu résumer les grands enseignements qui ont pu sortir justement de ce travail? Alors déjà, le sujet du travail collectif, c'est un super challenge. C'est hyper intéressant, mais c'est aussi un peu, parfois, ça peut être difficile. On avait forcément des niveaux de maturité différents. On avait pas mal de secteurs, enfin de typologie de chaussures. Donc vraiment, ça apprend à travailler ensemble sur des temps contraints. Donc c'est ça aussi, c'est se rendre hyper efficace, se dire finalement, je travaille pour le bien commun. C'est un bien grand mot, mais c'est vraiment se dire ce que je fais, c'est aussi pour les autres. Je fais part de mes expertises à d'autres. Je pense que même au sein du collectif, les gens ont aussi appris d'autres. Donc, on se nourrit mutuellement pour dire finalement comment on va proposer un guide qui soit quand même relativement pragmatique, accessible, actionnable. Si c'était faire un guide qui n'apporte rien ou juste des grands poncifs, ça n'avait pas d'intérêt. Je rejoins Mathieu sur le fait de dire on est plus à la fin sur une méthodo, qu'on a bien vu que travailler tous les sujets, ça serait pas possible. Et même au sein du groupe, on voyait qu'on n'avait pas toujours les mêmes expertises. Donc voilà, c'est vraiment comment. Je pense que ce travail collectif, c'était un mini labo de ce qui peut arriver ailleurs. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes expertises, pas tous les mêmes connaissances. On voyait rien qu'au début, la partie finalement assez macro, elle repart sur des structures d'entreprise, mais rien que pour trouver les vocabulaires. En fait, chaque entreprise est structurée différemment. Ça a pris quelques échanges pour trouver des mots. Alors vous verrez, je vous préviens, ça va pas vous convenir, c'est sûr, parce qu'on a essayé d'être le plus généraliste possible, et donc vous n'allez pas retrouver exactement votre structure à vous, mais une structure dans laquelle la vôtre peut rentrer. Mais ça a été un super débat, quoi. Donc chacun est différent, et c'est que le collectif. Je pense que si on avait fait à 2 entreprises, on n'aurait pas du tout le même guide. Ça, c'est clair. On aurait peut-être vachement resserré, et du coup peut-être moins actionnable par tous les adhérents de Refashion. Merci Edouard, merci Mathieu pour cette description et cette présentation du livrable. Donc là, on a parlé plutôt théorique. On va passer maintenant au retour terrain, c'est-à-dire comment une marque peut justement utiliser ce livrable en interne et comment elle peut se l'adapter. Donc on a la chance d'avoir Garance de la maison Louboutin qui est ici pour nous faire un partage d'expérience. Donc Garance, tu faisais partie des membres du collectif. Comment est-ce que chez la maison Louboutin, vous avez pu vous approprier ce guide? Et d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Christian Louboutin? Oui, merci Elena, bonjour à tous. Donc, en effet, je travaille au sein de la maison Christian Louboutin, donc, qui est une maison fondée en 1991. Donc, historiquement, notre cœur de métier, on est vraiment connu pour ça, ce sont les souliers femmes, notamment à talons. Mais on fait aussi des sneakers de plus en plus. Mais petit à petit, on a élargi notre gamme donc à la maroquinerie, aux souliers hommes, à la beauté, et puis plus récemment à une gamme enfant. Donc moi, j'ai rejoint la maison il y a presque 3 ans, peu de temps après la création de la direction RSE. Donc on est une jeune direction RSE. Et donc ce qui nous a poussé à rejoindre ce collectif, je dirais que c'est d'abord la conviction que sur les sujets de durabilité et plus globalement de RSE, il n'y a pas de concurrence. Voilà, on essaye toujours d'être dans une démarche de collaboration et de partage. Et puis travailler en coalition, ça nous permet de nous nourrir de ce que font les autres, qui sont aussi parfois plus avancés que nous, d'enrichir nos propres réflexions en interne, de bénéficier aussi de l'apport d'expertise externe, notamment avec le CTC. Et puis au-delà de ces enjeux, de ces aspects RSE, en tant que maison de luxe, la durabilité produit, c'est vraiment une priorité. On a des clients qui attendent des produits évidemment qui durent, qui se transmettent. Donc c'était une évidence de participer à ce collectif et une opportunité aussi pour nous de prendre du recul sur nos pratiques, de les challenger et puis d'essayer d'aller un cran plus loin en termes de durabilité. Super. Et justement, dans ce guide, spécifiquement pour Louboutin, quelles ont été les questions qui étaient les plus pertinentes pour l'entreprise, pour toi? Je pense que ça a été vraiment intéressant et ça a déjà été dit, mais de nous interroger sur ce qui avait déjà été mis en place au sein de la maison et de réaliser que vraiment cette thématique de la durabilité pouvait concerner un large panel de départements.
Et le guide vraiment structure la chaîne de valeur autour de la durabilité. Et on voit que la question ne concerne pas seulement la conception ou la production, hein, mais que c'est vraiment beaucoup plus large, de la stratégie d'entreprise, au marketing, à la finance, voire même au juridique. Donc finalement, pour nous, ça va être aussi une opportunité d'impliquer certains départements qui n'avaient pas forcément conscience que leur rôle pouvait être lié à cette thématique. Et puis, c'est aussi un travail qui nous a permis, je pense, d'aborder la durabilité sous un angle un peu différent. Jusqu'ici, on s'était beaucoup concentré sur l'aval, donc sur l'allongement de la durée de vie, notamment avec le développement de notre service Care and Repair, avec notre atelier de réparation en propre. Et là, le fait d'exclure la réparation du périmètre du guide, finalement, ça nous a poussé à explorer d'autres aspects qu'on pouvait peut-être davantage prendre pour acquis et donc d'impliquer d'autres départements pour en faire vraiment un sujet transversal et mieux l'intégrer dans la culture d'entreprise. Et alors là, ça fait que quelques semaines que le collectif est terminé. Ça fait une journée ou 2 journées que le livrable est en ligne et publié. Donc c'est vraiment le tout début. Est-ce que tu peux nous partager déjà les premières étapes que tu as pu mettre en place chez Louboutin, même si c'est un peu que le début, puisque le guide, vous venez juste de l'avoir dans les mains. Qu'est-ce qui a déjà pu être mis en place pour voir une application sur le terrain de ce que peuvent faire des marques de ce livrable? Oui. Donc, en effet, la première phase de notre démarche, qui est encore vraiment en cours, ça consiste à réaliser un état des lieux structuré, mais finalement assez simple. Donc, l'objectif, c'est avant tout de nous approprier le guide du collectif chaussures et de l'adapter à notre propre réalité d'entreprise. Donc, pour ça, on a construit le tableau de travail que vous voyez, euh, qui va recenser en fait l'ensemble des départements qu'on estime, nous, concernés par les recommandations du collectif. Donc pour chaque département, on est venu finalement associer les guidelines présentes dans le guide, donc les guidelines, encore une fois, qu'on juge pertinentes pour nous. Et ensuite, on est venu identifier une personne référente pour chaque guidelines, pour chaque sujet, qui sera a priori apte à nous répondre par la suite. Donc ensuite, on est venu catégoriser ces différentes guidelines selon leur nature. Hein, donc, est-ce qu'on parle de stratégie d'entreprise? Est-ce qu'on parle de structuration des process, de collaboration avec les fournisseurs? Ou est-ce que c'est plutôt de la mesure et du suivi? Et donc, c'est une catégorisation qui nous permettra, plutôt à la fin de la phase du diagnostic, d'avoir justement une lecture transversale des thématiques abordées, de mieux visualiser quels sont nos points forts, quels sont nos axes d'amélioration. Et une fois l'identification faite, le but, ça va être justement d'échanger avec les personnes concernées pour nous permettre, pour chaque guideline, finalement, de statuer son état d'avancement. Est-ce que c'est déjà mis en place partiellement? Pas encore. Et puis documenter ce qui est fait ou, à défaut, essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est pas mis en place et puis réfléchir avec les équipes à ce qui pourrait être amélioré. Donc voilà, c'est un travail qui va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble de notre positionnement sur le sujet, d'identifier les types d'actions sur lesquelles nous sommes les moins avancés aujourd'hui et puis mieux orienter demain les priorités pour essayer de renforcer notre engagement sur cette thématique-là. C'est déjà bien, bien avancé pour un début de prise en main du guide. Est-ce que tu as une vision un peu des prochaines étapes que vous envisagez chez le Boutin, même si c'est Bah, déjà bien alors, avancé? à l'issue de ce travail de diagnostic, les prochaines étapes, ce sera d'analyser les résultats pour justement identifier ces zones de maturité et puis nos axes d'amélioration. Ensuite, essayer de prioriser les actions. L'objectif, à terme, c'est de construire une feuille de route claire, de mobiliser les bons interlocuteurs, puis de renforcer plus globalement ces enjeux de durabilité dans nos pratiques. Et puis pourquoi pas aussi partager ce retour d'expérience avec le collectif pour aussi, pourquoi pas, contribuer à une version enrichie du guide. Bon, ça a déjà été dit, mais on a bien conscience que c'est une première version qui n'est pas forcément exhaustive. Donc l'idée, ce serait d'y intégrer peut-être davantage des bonnes pratiques identifiées, nous, en interne, d'avoir aussi des retours concrets sur la mise en œuvre, et puis des recommandations peut-être un petit peu plus spécifiques pour essayer d'accompagner les prochaines étapes de transformation. Au programme.
Pour un peu clôturer cette partie retour d'expérience et présentation du livrable, on va finir un peu sur un regard croisé entre vous trois pour avoir un peu vos retours suite à ce travail de collectif, au livrable qui a découlé à l'implémentation sur le terrain dans une entreprise. Est-ce que, selon vous, ce temps d'échange entre marques est important, nécessaire, utile? Et comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce type de travail, de collaboration dans les prochaines années? Peut-être d'abord pour toi, Garance, tu complètes avec ta précédente réponse. Alors oui, donc temps d'échange vraiment utile. C'est vrai que parfois, on est peut-être un petit peu trop dans notre quotidien, on ne comprend pas toujours le temps de se poser ces questions de fond. Et là, le collectif nous a offert un espace voilà, sanctuarisé, entre guillemets, où on peut prendre du recul, confronter nos approches, partager aussi nos interrogations, puis se rendre compte très souvent qu'on a les mêmes et qu'on est confronté aux mêmes complexités. Et puis voilà, sur les enjeux de durabilité, comme je le disais, il n'y a pas de concurrence, on fait face aux mêmes défis, donc on a tout intérêt à essayer d'avancer ensemble. Et ce type de collaboration, clairement, ça permet d'aller plus vite, d'éviter certains écueils grâce au retour d'expérience des autres. Donc gagner en efficacité. Puis au-delà du partage de bonnes pratiques, je trouve que c'est aussi une manière de faire émerger une dynamique sectorielle. En échangeant, finalement, on pose petit à petit les bases de standards communs. Et finalement, on renforce aussi la crédibilité de ce qu'on peut faire chacun de notre côté en interne. Donc à l'avenir, je pense clairement que la collaboration intermarque va s'intensifier, notamment sous l'impulsion de tout ce qu'on peut voir à l'échelle réglementaire, hein, mutualiser les efforts sur des sujets aussi complexes que la durabilité, mais aussi la traçabilité, la mesure d'impact. Je pense que c'est essentiel pour éviter, nous, en interne, de disperser nos ressources et puis, de manière plus globale, essayer de gagner en cohérence. Oui, donc ça résume bien en fait pour faire avancer les sujets d'éco-conception et de manière générale de réduction d'impact des produits, c'est un travail collaboratif, il n'y a pas de concurrence quand on parle de durabilité et si on veut élever les niveaux, il faut le faire tous ensemble, donc, quelle que soit la typologie de produit, le secteur d'activité, le but c'est pas de faire chacun des choses dans son coin, mais c'est bien d'échanger, de collaborer. Et comme tu disais, Mathieu, c'est comme ça aussi qu'on a une vision beaucoup plus large. Si on est deux sur un livrable ou alors si on est 30 marques, etc., c'est pas le même rendu, c'est pas les mêmes questionnements. Toi aussi, t'en parlais, Edouard. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, tous les deux, Mathieu et Edouard? Est-ce que vous êtes alignés avec ce que disait Garance sur l'importance du collectif et que justement ça pousse les sujets importants? Ouais, nous, complètement, je pense que nous, en tant qu'agence d'innovation responsable, c'est des sujets qu'on adore pousser, qui sont pas faciles, mais le travail collectif, c'est vraiment, pour nous, des axes vraiment forts pour résoudre des gros points de blocage. Là, on était plutôt sur un collectif horizontal, c'est-à-dire entre concurrents, et on a aussi le collectif plus vertical dans sa chaîne de valeur. C'est-à-dire, je ne travaille pas seul, j'ai pas toutes les solutions. Je peux descendre dans ma chaîne de valeur ou remonter, travailler ensemble. Là, le choix, vu le sujet, la structure du collectif, c'était l'horizontal, mais on peut aussi faire du vertical. Nous, on essaye de le pousser un maximum. C'est pas toujours évident. Les entreprises, elles n'ont pas toujours cette facilité aussi à aller vers ce travail collectif. On a toujours un peu peur. Et je pense que c'était aussi tout l'intérêt de l'éco-organisme qui est là au milieu, qui est le facilitateur. Donc, les éco-organismes sont vraiment des facilitateurs de ce travail, d'ailleurs, qui peut être aussi vertical. Donc nous, c'était une vraie joie d'animer ça parce qu'on y croit. Donc on avait le terrain pour le faire. Donc, je pense que Garance a bien résumé tout l'intérêt de ce travail à plusieurs. Merci, Edouard. Oui. Mathieu, un petit mot complet. Nous, pour notre part, effectivement, chez CTC, le but, c'est d'accompagner la filière, d'accompagner les metteurs en marché aussi. De par nos accréditations, je dirais, on n'a pas exactement on touche pas exactement les mêmes personnes entre Refashion et le CTC. Du coup, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir un peu mixer les publics. Moi, je dirais pas qu'il n'y a pas de concurrence, parce qu'il y en a. Faut être clair, mais par contre, les marques savent dépasser ces concurrences maintenant, justement pour des sujets qui sont beaucoup plus importants que simplement leur précaré. Et c'est là où finalement, je trouve ça très intéressant et très valorisant pour tout le monde, parce que on avait autour de la table certains metteurs en marché qui sont très très avancés sur ces sujets. Qui sont très avancés parce qu'aussi ils ont les moyens de le faire, les moyens financiers, mais aussi les moyens humains.
Et d'ailleurs, ça, c'était intéressant aussi de mettre autour de la table des gens qui, parfois ont le financier mais pas l'humain, et inversement, il y en a d'autres qui ont plus l'humain que le financier. Et finalement, c'est là où c'est intéressant de voir chaque organisation qui est différente. Édouard l'a dit tout à l'heure, mais quand on a construit le guide, vous allez peut-être pas vous y retrouver dans votre organisation, mais parce que chacun a son organisation finalement. Et c'est là où c'est très riche de voir que une organisation est peut-être plus pertinente pour tel ou tel point, et l'autre peut-être pour tel autre. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est que la concurrence, elle n'est pas directe, puisque on va pas dire, bah moi je fais tel produit comme ça, mais par contre, moi je me suis posé telle question. Et c'est là où finalement, encore une fois, revenir sur de la méthodologie et non pas des grandes vérités, bah, ça nous permet quand même de pouvoir de pouvoir se tromper déjà, de pouvoir ne pas être exhaustif. Ça, c'est quand même évident aussi, parce qu'à un moment donné, si on voulait, et c'était un petit peu l'écueil que moi j'avais trouvé au départ de ce collectif, de se dire, ouais, on veut être super exhaustif, on veut aborder tous les sujets et tout. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, je veux pas être défaitiste, je suis désolé, mais la chaussure, malheureusement, c'est un sujet qui est varié, qui est vaste et qui est très complexe. Si on veut répondre à tout, on n'y arrivera pas. Par contre, si on veut répondre à la majorité et si on veut répondre à une grande ligne directrice, alors peut-être qu'on pourra sortir quelque chose. Et clairement, je pense que les metteurs en marché peuvent être satisfaits et très satisfaits de ce qu'ils ont sorti, parce que il existe certaines choses dans la littérature, on l'a vu, il y a des choses au niveau européen, par exemple, qui existent un petit peu sur l'éco-conception, des trucs comme ça, qui, à mon sens, sont quand même moins pertinents, parce que, bah, justement, un peu trop superficiels. Là, on a su rentrer un peu plus dans le détail. Les metteurs en marché ont su mettre sur la table aussi ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils savaient peut-être un peu moins faire, et en allant creuser le sujet à droite ou à gauche avec leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, etc. Donc, moi, je pense que c'était plutôt très positif, et que le but, et on s'en sortira à mon avis que comme ça, c'est que si on veut faire pérenniser une filière chaussures en France, mais même en Europe, bah, c'est de s'allier sur ces sujets-là, sur la fin de vie, sur la mesure d'impact, sur des trucs comme ça, et qui nous permettront derrière d'être plus costauds tous ensemble et d'avoir chacun sa singularité, ensuite en se l'appropriant, comme l'a montré Garance sur leur fichier chez Christian Louboutin. C'est un bel exemple, parce que chez Christian Louboutin, c'est une marque de luxe qui peut avoir certaines du coup prédispositions pour certains points, mais c'est pas pour autant qu'on n'avait pas des marques de grands distributeurs ou des marques beaucoup plus intimes qui derrière elles aussi peuvent s'approprier et se retrouver dans ce genre de documents. Mm. C'est une bonne conclusion, c'est-à-dire que donc, le collectif, la collaboration entre marques, même concurrentes, vous permet de pousser des sujets qui sont vraiment importants pour la filière et d'avancer ensemble, même si ensuite vous l'appliquez chacun à vos marques. Et ce que tu disais, Mathieu, c'est que pour des produits complexes tels que la chaussure, on peut de prime abord se dire, ah bah non, on fait rien parce que c'est trop compliqué, on n'arrivera jamais à faire des guidelines précises, etc. Mais en fait, il suffit de prendre le sujet sous un autre angle. Donc là, en l'occurrence, dans ce guide, c'est comment se poser un peu les bonnes questions. Et derrière, c'est vous, personnes présentes dans chacune de vos entreprises, qui apporteront vos propres propositions d'amélioration. Mais c'est ne pas se fermer en fait en se disant ce produit est trop complexe, ça sert à rien d'avancer là-dessus. Au contraire, il y a toujours quelque chose à faire et on espère vraiment que ce guide va vous accompagner tous et va vous être un bon point de départ pour différentes réflexions au sein de vos entreprises. Donc merci vraiment à tous les trois pour votre retour d'expérience là-dessus. Avant de passer à l'ensemble des questions-réponses, puisque je pense que vous en avez pour nos intervenants, petit rappel de notre plateforme pardon, EcoDesign si vous ne la connaissez pas encore. Donc, vous avez plusieurs onglets. Notre page agenda, vous avez l'ensemble des événements, dont nos prochains webinaires. EcoVeille, c'est l'ensemble de la documentation qui est à la fois interne à eFashion et externe. Donc, vous avez des études, des rapports d'activité, des guides, des livres blancs, etc. sur le sujet de l'éco-conception dans la filière textile, d'habillement, linge de maison, chaussures. Les anti-sèches, en fait, c'est des rappels sur les points clés en éco-conception, les bonnes infos à retenir. À vous de jouer, ça va être des fiches pas à pas qui vous accompagnent dans vos stratégies en éco-conception. Et enfin, la partie ils l'ont fait, ce sont des retours d'expérience. Donc, vous avez évidemment nos webinaires, comme là avec Garance qui a fait un retour d'expérience d'une marque. Mais vous avez aussi dans cette partie des témoignages vidéo, écrits, etc., de différentes marques sur des sujets très spécifiques de recyclabilité, réparabilité, durabilité, etc. Donc, si vous ne connaissez pas encore le site, n'hésitez pas à faire un petit tour pour continuer vos projets d'éco-conception.
La newsletter éco-design aussi est un bon moyen d'information si vous souhaitez avoir une fois tous les 2 mois. Donc, c'est pas très impactant sur votre boîte mail, mais en tout cas, vous avez des petits focus sur différents sujets. Là, la prochaine va vous être envoyée le 12 novembre. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est l'occasion de vous inscrire avant l'envoi de cette prochaine newsletter. Et enfin, vous avez accès à des ressources spécifiques. Alors, par exemple, pour ce webinaire, on vous conseille une fiche liée à comment accompagner aussi vos consommateurs. Donc, c'est ce qu'avait expliqué Mathieu. Le but, c'est aussi de prendre en compte les comportements de vos consommateurs et donc comment vous, marque, vous pouvez pousser certains types de comportements pour allonger la durée de vie de vos produits et une anti-sèche évidemment sur la durabilité pour vous rappeler un peu les notions précises liées à la durabilité. Ensuite, je vais vous mettre le questionnaire de satisfaction. Donc, vous pouvez scanner ce QR code. C'est très important pour nous. Donc, si ce webinaire vous a plu, même si il y a des choses que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé, c'est vraiment l'occasion de nous le dire ici. Nous, on met à disposition ces retours d'expérience d'experts et de marques pour vous apporter un maximum d'informations. Et en retour, on a besoin, pardon, on a besoin de vos retours pour pouvoir continuer à animer ces webinaires et pour avoir de nouvelles idées. Donc merci, s'il vous plaît, d'y répondre. Ça prend que quelques secondes. Et je vais laisser le temps qu'on passe aux questions-réponses. Donc on en a eu plusieurs. Et donc on va avoir... alors certaines ont été déjà répondues, je pense, en direct avec les personnes de Refashion qui étaient derrière. Une des questions, c'était, donc là, ce serait de manière globale, avez-vous également pris en compte les chaussures à talons hauts et les catégories qui étaient incluses dans le PEFCR? Donc, peut-être plus Mathieu pourra répondre à cette question, même si tu en as répondu en partie, mais plus dans la partie catégorisation PEFCR. Est-ce que tu souhaites intervenir sur cette question? Oui, pas de souci. Effectivement, on a essayé de coller à toutes les catégories de chaussures, donc forcément, ça répond aussi normalement aux catégories du PEFCR, sachant que les catégories du PEFCR, alors bon, c'est pas du tout le sujet du webinaire, donc on va pas y passer 3 heures. Les catégories du PEFCR sont assez spécifiques, mais de toute façon reprennent enfin, normalement plus ou moins l'entièreté du marché, en tout cas l'entièreté du marché qui correspond à la filière REP Refashion, voire un petit peu plus puisque il y a aussi des produits de sport impropres à la marche, mais dans l'idée normalement cette méthodologie, encore une fois, on reste sur de la méthodologie, sur des grandes questions à se poser, donc normalement elle est transposable. Alors évidemment, on trouvera toujours un exemple peut-être qui ne colle pas. Ça c'est évident et on a des champions pour ça. Mais clairement, on a essayé quand même que ça puisse aussi bien fonctionner. Encore une fois, pour un escarpin, une chaussure d'intérieur ou tout simplement une pantoufle, jusqu'à la chaussure du quotidien, homme, femme, enfant. Voilà, c'est assez vaste. Par contre, sur des problématiques très fines, évidemment, il faudra se l'adapter un peu plus dans le détail. On parlait encore une fois des talons, c'était aussi le sens de la question. Ben, sur les talons, ce sera des choses un peu spécifiques qu'il faut se poser et des questions un peu spécifiques, mais c'est pas du tout infaisable, bien au contraire. Et après, il faut simplement aller creuser au bon endroit. Encore une fois, ça peut être sur la forme, sur le patronage, voire sur l'architecture en elle-même du talon, mais voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de répondre au maximum. Oui, et pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme PEFCR, Mathieu, est-ce que tu peux rappeler ce que ça signifie? Euh, Product Environmental Footprint et Category Rules, c'est-à-dire que c'est la méthodologie de calcul d'impact environnemental qui est proposée par la Commission européenne, donc ça c'est le PEF, et qui est décliné en Category Rules pour les textiles d'habillement et chaussures. C'est un document qui a été publié cette année, qui n'est entre guillemets qu'une méthodologie et dont sûrement vous en avez entendu parler, les règlements ESPR, donc pour la directive pour les produits éco-conçus, devrait potentiellement faire mention comme la méthode à appliquer pour la mesure d'impact des produits. Et dans cette mesure d'impact, il y a tout ce qui va être calcul d'analyse de cycle de vie, mais aussi calcul de durabilité. Et c'est pour ces calculs de durabilité physique, j'entends, qu'il y a ces catégories de produits. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, que ce soit à Refashion ou à moi-même, on pourra y répondre. Merci Mathieu pour cette précision. On a une autre question, pareil, sur la typologie de chaussures. Est-ce que
vous avez pris en compte la problématique de la chaussure de running. Donc, il y avait un sujet abordé sur, il faut voir l'angle différent en fonction du comportement que le consommateur a. J'imagine que ça répond en partie à cette question. Ouais, peut-être pour compléter, on a peut-être créé une ambiguïté quand on a parlé de la sneaker. C'était sur le premier atelier vraiment de création, on a utilisé ce produit comme une base de réflexion et finalement en remontant le sujet, on a vachement sorti de la sneaker. Donc toutes les premières parties en entonnoir abordent sont valables pour tout type de chaussures. Et on a réutilisé plutôt la sneaker dans la dernière partie à titre d'exemple pour la méthode et illustrer la méthode, comme disait Mathieu. Et évidemment, la méthode, on aurait pu prendre une dizaine de typologies différentes et l'appliquer. Après, ça aurait été un peu trop long pour ce guide et puis pour le temps qui était disponible, mais il n'y a pas le guide ne ferme pas sur une typologie, quoi. Donc après, forcément, ce que disait Mathieu, il y a toujours des micro-sujets qu'on ne peut pas aborder, qui sont tellement spécifiques à une typologie. On pourrait parler des chaussures de randonnée, j'imagine aussi, etc. Qu'on n'aura pas forcément couvert dans le détail, mais de nouveau, la méthodo, elle s'applique à tout type de chaussures. C'était la volonté. Et l'illustration est faite plutôt sur une typologie, mais il fallait qu'on en trouve une pour avancer, quoi. Oui. Ouais, je dirais même plus que sur la chaussure de running, finalement, en fait, je vais faire bondir certaines personnes, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une chaussure de tous les jours auquel on va appuyer sur certains curseurs finalement. Il s'avère que je connais très bien ce domaine de la chaussure de running, mais finalement, c'est là où on va aller appuyer sur un usage qui est un peu plus exigeant, sur des matières qui doivent donc répondre à un usage un peu plus exigeant. Voilà, finalement, la chaussure de running est abordée dans le sens où on aborde la totalité des produits, et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque typologie de produit aura ce fameux curseur un peu différent en fonction de ce que l'on va chercher à avoir ou pas. Et c'est pareil, une chaussure de running, que l'on soit un grand distributeur ou que l'on soit une marque très spécialisée, on va pas encore une fois appuyer sur les mêmes choses. Donc, on revient à cette notion de stratégie d'entreprise et d'ADN de nos produits, puisque et on peut faire le parallèle même avec le luxe, avec Garance, c'est-à-dire que d'une maison de luxe à une autre, on n'insistera pas sur les mêmes choses. Garance l'a très bien dit. La maison Louboutin est connue pour ses souliers femmes. D'autres maisons sont plus sur du soulier homme. Et voilà. Donc, ce sera grosso modo les mêmes questions, la même méthode, mais on ne viendra pas insister sur les mêmes choses, on ne viendra pas creuser les mêmes sujets. Et puis, chacun n'a pas les mêmes forces aux mêmes endroits. Donc, en fait, il y a des choses que, bon, bah, on fait comme d'habitude. Et puis, il y en a d'autres où ça va pousser à la réflexion autour de ça, quoi. Super. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. J'imagine que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous approprier tous le guide et peut-être que là, de nouvelles questions vous viendront. En tout cas, il est disponible à la fois sur notre site Refashion et sur notre site Ecodesign de Refashion. Si jamais vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours nous contacter à notre adresse mail ecodesign@refashion.fr. On pourra transférer aussi les questions si besoin, si vous en avez pour Mathieu, Garance ou Édouard. Et bah, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, Mathieu, Garance, Édouard, je vous laisse au cas où la parole une dernière fois si besoin. Non, vous avez tout partagé. Rien à ajouter. Très bien. Et Merci à ben, tous et toutes. merci, voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation. On espère que ce webinaire vous a plu et vous avez permis de vous lancer dans des nouveaux projets et que ce guide surtout vous sera un bon appui pour la suite. Très bonne journée à vous et à bientôt pour le prochain webinaire Refashion. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci.